Combien de temps encore? Combien de temps encore vas-tu bafouer mon honneur de femme, Paris? Voilà ce que dirait Hélène si elle pouvait parler ce soir. Eh bien, j'ai l'immense privilège, mesdames et messieurs, de me faire la voix de cette magnifique femme, de la plus belle des femmes, comme disait Isocrate, n'en déplaise à mon confrère Zaki, qui limita un petit peu cette beauté en l'attribuant à ce noble jury. Bien, maître Zaki, je tiens aussi à souligner que vous avez fait usage de l'humour. Est-ce parce que ceux qui font rire ne savent pas faire penser? Vous avez beaucoup fait rire. Eh bien, j'ai encore un autre regret. C'est la déclaration de mon confrère Thiébaut, qui considère que ce tribunal est incompétent et qui refusa de ce fait de porter la robe. Chers confrères, sachez-le, la robe, c'est la manifestation de l'indépendance de l'avocat face à la magistrature. Il plaide debout par respect, mais il plaide en robe par indépendance. Et donc, je disais, j'ai l'honneur immense de défendre l'honneur bafoué, l'honneur conspué, l'honneur souillé de la plus belle des femmes. Cette mortelle qui hérita de tout ce que peuvent donner de plus glorieux, de plus gracieux, la nature et la naissance, accumulées dans un être. Eh bien, peuple de Calvin, c'est aussi sa principale faiblesse. Et Paris s'en abusera allègrement, parce que, voyez-vous, l'homme qui découvre la faiblesse d'une femme, c'est un peu comme ce chasseur à midi, qui découvre une source. Il s'en abreuve. Eh bien, maintenant, cher juge, permettez-moi d'attaquer Paris sur 3 fronts. 3 fronts qui vont démontrer qu'il est coupable. Son éducation calamiteuse, ses intentions pernicieuses, et puis, bien entendu, ses actes pervers. Alors, l'éducation, si vous voulez bien que je m'y attaque un peu. C'est, je crois, Antiphon, et comme vous savez, il y a eu plusieurs Antiphons, dont 2, le devin et le rhéteur, sophiste. Donc, Antiphon, le sophiste, qui disait que la chose la plus importante pour l'homme, c'est l'éducation. En quelque domaine que ce soit, lorsque l'on commence correctement, il y a de fortes chances pour que l'on arrive à terme correctement. Il en va de même dans les travaux des champs. Selon la graine que l'on a semée, il faut s'attendre à récolter le produit correspondant. Alors, si l'on sème une noble éducation auprès d'un jeune enfant, elle vit et fleurit toute sa vie. Et aucun orage, aucun déluge, aucune sécheresse aride ne viendra la détruire. A contrario, si l'on commence mal, il y a de fortes chances pour que cela finisse mal. Cher juge, souvenez-vous du commencement de Paris. Souvenez-vous que ses parents l'abandonnèrent alors que l'oracle le désigna comme le bourreau de Troie lorsqu'il n'était encore qu'un rejeton, prêt à sortir, prêt à jaillir des entrailles de sa mère Écube. C'est alors qu'il fut recueilli par des bergers, élevé au sein d'un troupeau de moutons. Des moutons, mesdames et messieurs, ça ne vous rappelle rien? Mais regardez donc autour de vous. Quand vous sortirez de cette salle, bien évidemment. C'est ainsi que, panurgiquement, il s'en alla faire basculer le destin d'Hélène de Sparte. Mesdames et messieurs, les meilleurs chevaux sont ceux qui ont été domptés.
les meilleurs chiens sont ceux qui ont été dressés. Et bien évidemment, les meilleurs hommes sont ceux qui ont été éduqués. Si vous me permettez un instant d'être un peu héraclitéen, je dirais que la culture est un soleil pour les gens cultivés. Mais regardez comme il fait nuit, comme il fait sombre dans le paddock, dans le box de la Défense. Bien, maintenant, permettez-moi de battre en brèche l'argument des intentions malsaines de Paris. Comme vous le savez, Paris conclut un contrat avec Cypris, plus communément appelée Aphrodite, pour la désigner, elle, comme mes chers confrères l'ont dit, plus belle des trois déesses, en échange de la plus belle des mortelles. Mais rappelez-vous du fameux pacte de Dr Faust de Goethe avec Méphistophélès, dont l'un des termes fut, entre autres, l'amour de Marguerite. Rappelez-vous aussi de la fameuse peau de chagrin de Balzac, où Raphaël de Valentin conclut un pacte funeste, diabolique, simplement pour assouvir le moindre de ses désirs. Et puis, ai-je besoin de vous parler, si vous me permettez l'anglicisme, de Picture of Dorian Gray d'Oscar Wilde? Eh bien non. Mesdames et messieurs, l'histoire ne nous montre-t-elle pas que ce genre de pacte, des pactes avec les dieux énigmatiques? Oui, les dieux énigmatiques, parce qu'il faut savoir que sous la Grèce antique, les dieux s'adressaient avec des énigmes et des oracles sombres aux mortels. C'est d'ailleurs un de ces oracles qui désigna Socrate comme étant l'homme le plus sage sur terre. Et Socrate malin, Socrate sachant et comprenant que les dieux s'adressent ainsi aux mortels, entama son enquête. Il interrogea ceux qui étaient censés avoir un certain savoir. Et bien entendu, vous connaissez tous la suite de l'histoire. Bien. Maintenant que nous avons établi les intentions malsaines, nous pouvons partir du postulat que les intentions de Paris en relation avec ces pactes étaient, sont et seront funestes. Oui, parce que c'est précisément à travers ce pacte, mesdames et messieurs, qu'il tue délibérément le libre arbitre. Oui, c'est donc à un homme empreint de vice que l'on a affaire. Empreint de vice parce que ignorant la vertu. Pourquoi dis-je ignorant la vertu? Parce que l'éducation, mesdames et messieurs, l'éducation, c'est ce par quoi les gens, les hommes, se hissent, s'élèvent et grandissent. Et donc, le vice est la conséquence d'une éducation ratée, bâclée, abandonnée. C'est donc cet homme vicieux qui est allé commettre des actes odieux. Les actes odieux. Parlons-en. Il faut en dire un mot. C'est la partie la plus déshonorante, mais c'est aussi la partie la plus importante. Et je ne m'aventurerai pas à refaire tout l'acte d'accusation de Maître Zaki, je retiendrai simplement, puisque je sais qu'il y a quelques juristes dans la salle, ne serait-ce que parce que leur regard illumine les ténèbres de cette salle lugubre. Eh bien, mesdames et messieurs, permettez-moi d'appeler le plus éminent des témoins à la barre. Homère. Homère qui relate dans son Iliade que Paris, après avoir été soustrait lâchement du combat par Aphrodite, lâchement, mesdames et messieurs, s'adressa ainsi à Hélène. Viens, livrons-nous sur cette couche au plaisir de l'amour. Jamais encore pareille ardeur n'avait envahi mon âme. Comprenez par là mon organe. Et d'ailleurs, me vient à l'esprit une phrase de Talleyrand.
L'homme est une intelligence contrariée par ses organes. Je vous laisse donc le soin de deviner quel genre d'organe a contrarié l'esprit ou l'intelligence de Paris à supposer qu'intelligence il y ait. Bien. Article 190 du Code pénal. Celui qui, notamment, en usant de menaces et de violences, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel sera puni d'une peine privative de 1 à 10 ans. Paris ne vient-il pas d'avouer avoir emmené de force Hélène sur ses rapides nefs? Paris n'a-t-il pas avoué avoir ou s'être uni avec Hélène de force sur l'îlot de Cranaé? Je dois admettre, mesdames et messieurs, que Paris fut beau, d'une beauté redoutable même. Et je dois vous dire quelques mots là-dessus parce que l'on va venir plaider qu'Hélène a consenti parce qu'elle a succombé à son charme physique. Je vais vous raconter pourquoi cette beauté a nui à Hélène. Cette beauté a nui à Hélène parce que dans la Grèce antique, sachez-le, la beauté était considérée comme la dignité de l'homme. Donc, tout ce qui était beau était nécessairement juste. C'est donc l'allégorie de la caverne de Platon, basée sur l'apparence. Les hommes ou les juges, enchaînés les uns aux autres par leurs conditions, ne regardent que les ombres, ne regardent que l'apparence. Mais bien entendu, Platon n'aurait vraisemblablement pas élaboré le mythe de la caverne s'il avait pu rencontrer nos éminents juges. Eh bien, n'avons-nous pas le contre-exemple parfait de ce que je viens de dire, en la personne de Socrate, homme juste? Socrate qui d'ailleurs fut comparé, ou était comparé, à des silènes dans le banquet. Vous savez, ces monstres mythologiques, affreux, mais qui, une fois ouverts, révélaient un magnifique trésor. Eh bien, mesdames et messieurs, Paris est le contre-exemple de ça. C'est vrai, il est beau, mais il couvre le vice une fois ouvert. Mesdames et messieurs, vous savez que ce soir, l'histoire vous jugera, nous jugera, avec son regard cruel. Ne lui donnons pas les armes pour gagner ce duel. Ce soir en justice, ah oui, à propos de justice, simplement pour citer le professeur Gendin. Le professeur Gendin disait, mesdames, et j'espère que vous allez vous en offusquer, qu'il fut un temps pas si lointain où il fallut 3 femmes pour contredire la voix d'un homme. Faut-il aussi souiller l'honneur de 3 femmes avant de pouvoir entamer celle d'un homme? À vous de choisir. Alors, mesdames et messieurs, chers juges, peuple de Calvin, ce soir, en justice, balancez votre Paris. Chers membres du jury, chers orateurs, chers auditeurs, face à vous ce soir, je ne porte pas la robe noire, car je ne suis pas avocate. Je suis biologiste. Et en tant que telle, je viens vous apporter dans cette affaire mon expertise, dans le but de vous montrer que Paris n'est pas coupable, contrairement à tout ce que l'accusation a voulu vous montrer ce soir. En tant que scientifique, ma méthode de travail est de chercher à trouver des explications cohérentes aux observations que je fais. Et ce soir, j'ai fait une bien triste observation, en écoutant chacun des orateurs qui est passé. Mais ce n'est pas de leur faute. Nous avons tous fait cette erreur. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Vous aussi, malheureusement, le monde entier. Ce piège, c'est le piège du dogme.
Un dogme, c'est un énoncé accepté par une majorité de personnes qui est transmis de génération en génération et qui n'est pas remis en question. Nous faisons face à cela en science, et je suis bien attristée de constater que nous faisons cela également en littérature et en mythologie. Car oui, il y a un dogme sur l'histoire du mythe de la guerre de Troie. Ce dogme, je l'ai appelé le mythe canon implicite, c'est-à-dire une certaine façon de raconter ce mythe, une certaine façon de présenter les faits, les acteurs et les enjeux, qui est toujours la même. Paris et Hélène qui s'enfuient, qui déclenchent la guerre de Troie, Hélène inconstante, qui hésite entre regretter d'avoir quitté Sparte ou au contraire aimer son amant, un Paris lâche, fourbe, enfin vous l'avez entendu ce soir, toutes ces descriptions, je n'ai pas besoin de les rappeler. Eh bien moi, j'ai observé qu'il y avait des incohérences dans ce mythe canon, des défauts. Et justement, je vais ce soir vous expliquer une autre façon de voir ce mythe, une autre façon de voir Paris. Un Paris qui, cette fois-ci, est courageux, qu'il fait face au danger et qu'il est prêt à se battre pour ceux qu'il aime. Pour montrer ces incohérences, je veux répondre à 3 questions. La première est pourquoi est-ce que Paris a choisi Aphrodite dans ce jugement dont vous avez entendu parler ce soir? La deuxième, à laquelle personne d'ailleurs n'a répondu, comment Paris est-il passé de berger sur le mont Ida à prince troyen envoyé en mission diplomatique à Sparte? Et enfin, pourquoi a-t-on besoin de pareillement dénigrer Paris? Aphrodite, donc. Vous avez déjà entendu les enjeux, ces 3 déesses qui viennent face à lui. Mais ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que le pauvre Paris est face à un choix impossible. Ces déesses représentent l'incarnation, la personnification de la beauté et de la puissance. Et s'il en choisit une, alors cela exclut les autres. Ainsi, lorsque toutes les guerres auront été gagnées, en référence à ce que Athéna lui promet, ou lorsque tous les territoires auront été conquis, en référence à ce que Héra lui promet, que restera-t-il si l'on n'a pas l'amour? Dans le banquet de Platon, et également dans celui de Xénophon, il est discuté l'existence de 2 Aphrodites. Une Aphrodite populaire, qui incarne toute cette laideur de l'amour sexualisé que l'on peut imaginer, et une Aphrodite céleste, qui, elle, incarne cet amour de l'âme, cet amour qui pousse 2 personnes à vouloir vivre ensemble, être ensemble et à s'aimer, à rester unis et fidèles. Et si Paris, à ce moment-là, avait choisi cet amour, l'amour céleste, l'amour de l'âme, et peut-être, si vous me permettez cette digression, et si Hélène également, lorsqu'elle rencontre Paris, avait été touchée par cet amour de l'âme, et qu'elle avait décidé de le suivre pour cette raison, et non pas pour une raison égoïste ou pour sa richesse ou que sais-je. Ma deuxième question, comment Paris passe-t-il de berger sur le mont Ida à prince troyen? Dans les textes que l'on nous présente, la zone est restée blanche. C'est vide, on n'explique pas. Et j'ai finalement pu trouver, dans les fables d'Hyginus, une mention de cette étape. Paris avait un taureau, qu'il aimait beaucoup. Et un jour, des soldats troyens viennent dans son village où il est berger et prennent son taureau pour l'emmener à Troie afin qu'il soit sacrifié dans des rites mortuaires. Et là, Paris s'offusque, se révolte, ne supporte pas une telle injustice, que l'on vienne ainsi ravir quelque chose qu'il aime et qui est important pour sa famille. Alors, courageux, il monte à Troie pour retrouver l'honneur de sa famille, récupérer son taureau. Et là, il doit affronter les meilleurs guerriers de Troie, dont Hector.
et il gagne. Il gagne, récupère son taureau, mais surtout il est reconnu à ce moment-là par Cassandre, par Priam, par Hécube, et il est réintroduit dans la famille royale. Moi, je trouve que cette histoire nous met bien loin de ce Paris lâche qui fuit la bataille et qui a besoin d'Aphrodite pour être sauvé. Dans ce cas, pourquoi dénigrer Paris? Pourquoi a-t-on besoin, pareillement, de montrer à quel point il est pleutre? Eh bien, je dois vous dire que je vois là un biais sélectif. Pour rejoindre cette histoire du mythe canon implicite, on ne raconte que certains mythes. L'Iliade, par exemple, qui est la référence de base lorsque l'on parle de la guerre de Troie. Mais qui écrit l'Iliade? On vous l'a dit, Homère, un Grec, l'éducateur de la Grèce, qui écrit un mythe fondateur pour les Grecs, qui doit enseigner à la jeunesse comment vivre. Un mythe totalement subjectif, un mythe qui va présenter la grandeur et la gloire des Grecs, qui va dénigrer leurs ennemis, montrer à quel point ils sont lâches et faibles et qu'il y a une bonne raison de les attaquer. Pas tous. Il faut quand même que le plus puissant des guerriers grecs ait un adversaire à sa hauteur en la personne d'Hector. Mais Paris, lui qui a osé enlever cette femme, lui qui a osé bafouer l'honneur de l'accueil chez soi, chez Ménélas, lui, il faut au contraire l'écraser et montrer toute sa lâcheté. Pourquoi une telle disproportion? Moi, je vois une disproportion aussi dans la guerre elle-même. Comment un crime aussi petit que de voler une femme à un homme peut-il engendrer une guerre de cette envergure? Si pour chaque homme qui s'était fait voler sa femme, il avait fallu déclencher une guerre comme la guerre de Troie, mais l'humanité se serait éteinte depuis fort longtemps. Ainsi, la conclusion la plus logique est de dire que Paris et Hélène n'étaient qu'un casus belli, une cause de guerre, que leur amour a été utilisé, instrumentalisé pour une guerre qui était déjà prête bien avant qu'ils ne se rencontrent. On a mentionné le serment de Tyndare tout à l'heure. Vous a-t-on expliqué, d'une façon un peu biaisée également? Tyndare, roi de Sparte, doit faire marier Hélène. De nombreux prétendants viennent, dont Ménélas, dont Ulysse, Ajax et tant d'autres. Des hommes puissants. Et Tyndare craint qu'en choisissant l'un d'entre eux, ils se mettent les autres à dos, qu'ils l'attaquent. Et la rusée Ulysse propose un serment qui contraint chacun de ces seigneurs de Grèce, que si la moindre offense est faite au mari d'Hélène, tous les autres viendront pour l'aider, et ce, quel que soit le mari choisi. Ménélas est choisi. Si l'un d'entre vous sait pourquoi, expliquez-moi, je n'ai pas encore trouvé une réponse cohérente. Mais Ménélas est choisi. Et c'est pour cela que lorsque l'offense est faite, tous les autres seigneurs de Grèce suivent Ménélas, suivent Agamemnon et montent vers Troie. Alors que faire? Nous avons d'un côté ce Paris courageux que je viens de vous présenter, et de l'autre ce Paris dénigré. Et tous les deux sont basés sur des mythes, se basés sur des textes, des versions et des auteurs. Comment vivre avec cela? Eh bien là, on touche le cœur du mythe. Le but ultime des mythes est de faire réfléchir, de faire vibrer nos âmes en présentant des personnages multiples, ni noirs ni blancs. Pardonnez-moi, je déteste que ce soit maintenant devenu une référence à ce livre et à ce film, mais tout en nuances de gris. Qui est légitime? Quelle version est légitime? Nul n'est légitime. Tous sont légitimes, car dans chacune de ces versions, on présente des archétypes, des parts de nous-mêmes. Chacune de ces interprétations enrichit le pouvoir des mythes, augmente la richesse
des mythes. Alors que faire? Peut-on ce soir condamner Paris? Non, surtout pas. Car si vous condamnez Paris, ou si vous condamnez Paris et Hélène, vous serez obligés de vous restreindre à certains mythes, à certaines versions qui les accablent, et de balayer le reste. Et si vous balayez le reste, vous perdez cette richesse des mythes, cette diversité des mythes. Je vais donc terminer en vous donnant mon interprétation, une interprétation du message que l'histoire de Paris et Hélène transmet. Le pire, ce n'est pas qu'ils se soient aimés. Le pire aurait été qu'ils n'aient jamais aimé. Et pour nous tous, étant donné que Paris et Hélène sont des archétypes, des incarnations de nos âmes, pour nous aussi, le pire n'est pas que nous ayons aimé et que nous ayons souffert. Le pire aurait été de ne jamais avoir aimé. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez entendu un défenseur remarquable. Remarquable de talent sans doute, mais de mauvaise foi aussi. Vous avez parlé du banquet de Platon. Vous nous avez parlé d'amour, mais vous avez omis le mythe d'Aristophane. Eh bien, mesdames et messieurs, bien loin du mythe d'Aristophane. Bien loin, ce sera le titre de ma réplique. Parce que, vous voyez, le mythe d'Aristophane voulait qu'au commencement, les êtres humains ne fussent qu'une boule dotée de 4 jambes, 4 bras et 2 têtes. Et c'est le divin Zeus qui les coupa en 2, afin de les punir, parce que trop orgueilleux, parce qu'ils ont voulu défier les dieux. Eh bien, cette histoire-là, chers consoeurs, cette histoire de l'amour que vous relatez, ce n'est pas le rêve d'un homme à la recherche de son âme sœur, comme il a été demandé dans le mythe d'Aristophane. Parce que coupés en 2, ils doivent chercher leur âme sœur. Eh bien, ce n'est pas l'histoire ni le rêve d'un homme à la recherche de son âme sœur, mais c'est bien le cauchemar d'une femme dont on a violé le corps et le cœur. Et puis, en vous écoutant, j'ai remarqué que vous étiez une femme qui plaidiez pour un homme, c'est-à-dire une femme qui défend un homme par les temps qui courent, madame. C'est presque un oxymore en rhétorique. Vous prêchez une certaine tolérance, mais vous avez certainement oublié la fameuse phrase de Paul Claudel qui disait que la tolérance, il y a des maisons pour cela. Et ce ne sont certainement pas des tribunaux. Mesdames et messieurs, la défense nous a parlé des poètes, que les poètes étaient là pour éduquer les enfants, que les poètes prenaient un parti. Mais les poètes, ne sont-ils pas là pour embellir les histoires? Les poètes, ne sont-ils pas là pour parler avec des termes raffinés, parfois melliflus, sucrés, attention au diabète, mais ne sont-ils pas là pour embellir les histoires? Alors, les mots utilisés par Homère, lorsqu'il fait parler Paris, qui dit à Hélène, quand t'arrachant à l'aimable Lacédémone, t'arrachant, je t'emmenais de force sur mes rapides nefs. Donc, il essaye d'embellir l'histoire. Imaginez un peu la dure réalité. Oui. Chers juges, mesdames et messieurs, les plaidoiries touchent à leur fin. Et j'aimerais encore mentionner, je ne sais plus si c'est Maître Varro ou bien Charpentier, Maître Charpentier, qui disait que la parole, c'est un peu comme une fusée dans la nuit. Eh bien, notre seule gloire à nous,
c'est de laisser quelques étincelles après cette soirée, dans vos yeux. Par contre, le jugement des juges, lui, demeurera là pour l'éternité. Et si vous me permettez une locution latine, professeur Fried, verba volant, scripta manent. La parole s'envole, mais les écrits restent. Faites en sorte que cette condamnation, ce jugement reste pour l'éternité. Et si cela ne suffisait pas à vous convaincre, parce que peut-être enclin à l'orgueil, parce que vous savez, chers juges, que l'injustice a bien plus d'écho dans l'histoire que la justice, je me permettrai donc de terminer ma réplique en citant le neveu de Rameau. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, lequel est aujourd'hui déshonoré. Et j'ajoute, d'Hélène en larmes, ou du magistrat qui laissa libre Paris de ses actes, lequel sera demain déshonoré. Et je ne dupliquerai que par une question. Désolé, Michael, cette question s'adresse à vous, membres du jury. Mesdames et messieurs, qu'allez-vous faire? Allez-vous ce soir, après tout ce que vous avez entendu, condamner Paris et Hélène, comme tant d'autres l'ont fait avant vous? Ou au contraire, demain, grâce à vous, est-ce qu'enfin Paris et Hélène seront libérés d'une injuste accusation millénaire? Est-ce que demain, grâce à vous, la richesse des mythes pourra encore être grandie par de nombreuses interprétations et versions à venir? Merci.